Jean-François Faure, bonjour. On se retrouve pour cette 7e édition de la vidéo du grand confinement. Et on est bientôt à la sortie et au déconfinement. On espère le 11 mai, suivant là où on sera présent. Sachant que ce ne sera pas la liberté. Il faut bien que les gens se rendent compte de ça. Question traditionnelle, où en est le marché de l'or? Où en sont vos équipes? Est-ce que vous préparez, par exemple, la reprise dans les bureaux? Alors, la sortie du confinement, c'est un vrai sujet. J'étais très positif il y a de cela quelques temps. Et là, j'ai entendu un petit peu comment ça s'organisait, les paroles des ministres. Et en fait, sur le coup, moi, je me suis fortement calmé. Et on va d'abord voir comment les choses se passent. Et ensuite, on va enclencher éventuellement un déconfinement en mai ou en juin. Donc ça veut dire que le minimum va évidemment être assuré, c'est-à-dire que nous, on va reprendre les envois de colis si on considère que c'est sécurisé du côté de la Poste, ce qui, pour nous, jusqu'à présent, ne l'était pas. Là, on compte que ça le devienne, donc on va un petit peu en mode test commencer à envoyer tout ça. Évidemment, on va faire les colis, donc les clients commenceront à recevoir des choses d'ici la fin mai, début juin. Par contre, retour à la normale du côté des équipes. Là, pour moi, de mon côté, aujourd'hui, c'est no go. On n'a aucune visibilité et on n'a pas envie de faire partie de la deuxième vague qui pourrait tout à fait se produire. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'anticiper dans les logiques de résilience. Et la résilience, c'est aussi comment aborder ce déconfinement. Voilà, donc c'est comme ça qu'on aborde les choses aujourd'hui. Sachant que pour le groupe au coffre, la normale de demain ne sera pas la normale d'hier. C'est-à-dire que vous allez clairement adapter le fonctionnement en prenant des choses positives de ce que vous avez vécu en confinement. Ah oui, clairement, ça fait partie des choses. On va se réinventer. Donc on sait très bien que le télétravail, d'ailleurs sur lequel on était vraiment câblé intellectuellement dès le départ, va faire partie vraiment prenante et importante de notre modèle de fonctionnement du futur. On voit qu'on est agile, ça correspond à la manière de travailler de pas mal de nos salariés. Donc voilà, ouais, ça va devenir une normalité. Alors si on parle de crise sanitaire, on parle aussi beaucoup de crise économique maintenant. On sent que ça va être le vrai sujet dans les jours qui vont venir. Et là, le cours de l'or réagit comment en ce moment? Est-ce que l'or continue à monter ou est-ce que l'or s'est stabilisé? Alors là, en ce moment, le cours de l'or est plutôt calme et stabilisé, mais en position très haute. Donc il y avait certains paliers qui avaient été franchis. Donc voilà, on est juste au-dessus, un petit peu en dessous des records, mais voilà, on est plutôt très haut et dans une logique attentiste. Sachant qu'au même moment, on a les marchés boursiers qui deviennent fous, mais à la hausse. C'est-à-dire que, entre guillemets, le monde s'effondre, mais les bourses, elles, les marchés financiers, alors qui sur le coup sont peut-être pas les marchés financiers terriens, peut-être qu'on va apprendre que c'est la cotation de la planète Mars, mais on est complètement sur un autre monde. C'est-à-dire qu'on parle de choses qui ne sont pas la réalité, qui ne seront même pas la réalité dans quelques semaines ou quelques mois. Donc on ne sait pas à quoi jouent les marchés financiers. On fait du plus 8%, plus 10% sur 72 heures. Ça n'a aucun sens. Donc comme je le disais une autre fois, comme je l'expliquais, bon voilà, 90% des opérateurs sont des robots. Là, on voit clairement que c'est le monde des robots qui a pris le dessus. Ouais, alors les robots et les logiciels, ils sont programmés par des hommes, hein, donc les hommes ont le droit de réagir quand la situation évolue. Oui, alors la réaction des hommes là-dessus, moi je les attends. Déjà qu'ils apprennent par exemple à compter ou à mesurer le cours de l'or en euros, en zone euro, ça sera déjà pas mal. Et pas être sur des modèles ancestraux comme ils le sont encore. Donc s'adapter au monde dans lequel on est. Effectivement, oui, c'est bien programmer ces robots, mais pas avec des modèles de fonctionnement des années 70. Alors là, vous venez de dire quelque chose d'intéressant, parce que je sais que ça vous agace. C'est vrai qu'on parle du cours de l'or en dollars. Le grand public entend toujours parler du cours de l'or en dollars. Et nous, dans la zone euro, on ne parle pas du cours de l'or en euros. Et pourtant, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, même s'ils ont l'air, si on s'amuse à mettre les courbes l'une sur l'autre, quasiment parallèles, mais pas tout à fait. Et puis, pas sur les mêmes niveaux, pas sur les mêmes résistances, pas sur les mêmes supports. Oui, alors ça, effectivement, c'est un vrai sujet. C'est quelque chose qui nous agace très fortement chez Ocoff.com, mais depuis des années. Et d'ailleurs, on vient de faire une vidéo là qui est plutôt super sur le sujet que je vous invite à écouter. Voilà, en fait, pour résumer très fortement, vous allez sur n'importe quelle chaîne boursière, vous rentrez cours de l'or, globalement, qu'est-ce qu'on vous sort? C'est le cours de l'or en dollars. Alors que quotidiennement, il est coté
en dollars, mais aussi en livres sterling, en euros et en francs suisses. Donc aujourd'hui, avoir le cours en dollars en zone euro, comme l'explique dans la vidéo, c'est comme avoir le cours de l'or en baht thaïlandais, quoi. C'est ok, d'accord, le dollar est la monnaie mondiale, mais on opère tous en zone euro. Déjà nous en tant que professionnels, nos clients aussi. Donc quand on fait une mesure par rapport à une économie, par rapport à des marchés financiers, par rapport à des éléments exogènes, puisque c'est le cas de l'or. L'or est extrêmement comment dire, impacté par ce qui se passe autour de lui. En zone euro, il est impacté par ce qui se passe autour de l'euro. Donc sur le coup, avoir une cotation en dollars n'a pas de sens. Elle est hors sujet. C'est pour ça qu'on milite un petit peu pour remettre en place de manière frontale des cotations en euros. Et je sais qu'auprès de certains amis qui justement font du travail sur ce sujet-là, je leur dis, ce serait pas mal que tu parles plutôt du cours en euros de l'or. Bon, maintenant c'est le cas, mais ça reste très cantonné, très limité, c'est dommage. Donc voilà, militons pour le cours de l'or en euros. Parce que vous, quand vous achetez de l'or, à un fournisseur, c'est en euros, c'est pas en Oui. dollars, c'est pas du pétrole. Parce qu'on Non. a l'habitude de dire que le pétrole s'achète en dollars. L'or peut s'acheter en euros. Non, mais oui, auprès de nos fournisseurs, ils se payent en euros, et même auprès de nos fournisseurs non zone euro. Comme je l'ai expliqué, il y a quand même 4 devises fondamentales autour de l'or. L'euro en fait partie, donc ne pas l'oublier, on a le droit de s'en servir. Et de manière comment dire, un peu plus ancienne, notamment avant 2004, on avait des cotations à Paris autour du cours de l'or, mais dans sa pluralité. Donc on avait les pièces, etc. Et à l'époque, c'était coté en francs. Donc pourquoi on serait passé de la cotation en francs à la cotation en dollars, en ayant oublié qu'entre les deux, on est quand même passé par l'euro, qui est devenu une monnaie adoptée par plus de 300 millions d'individus. Alors, reprise économique, on l'espère. En tout cas, crise économique, ça, on en est sûr. Est-ce qu'elle va durer 6 mois, 1 an, 2 ans? On n'en sait rien. Personne n'en sait rien. En tout cas, on voit arriver quelques débuts de solutions. Et on arrive à lire des choses qui sont un peu iconoclastes. Par exemple, on a vu revenir ces derniers jours l'idée des obligations perpétuelles. C'est-à-dire que les États emprunteraient ou créeraient de la monnaie, des 1000 milliards d'euros, par exemple, ou 1500 milliards d'euros, qui ne seraient jamais remboursés. Simplement, ils auraient un rendement de 0,5%. C'est ça, l'obligation perpétuelle. Ça a déjà été utilisé dans d'autres temps, notamment pour financer des guerres ou des campagnes de conquête. Alors, c'est une bonne idée? Alors, c'est une bonne idée, mais on l'applique déjà, en fait. C'est-à-dire que les obligations perpétuelles, les dettes perpétuelles, on est déjà dedans, en fait. C'est ce qu'on fait à tout instant, depuis des dizaines d'années, pour renouveler les emprunts d'État, etc. Donc on est déjà dedans. Donc ça ne sert à rien de réinventer l'eau tiède, puisqu'on est déjà dedans. Donc on ne va pas pouvoir faire plus que ce qu'on ne fait déjà aujourd'hui. Les emprunts qui se renouvellent de manière perpétuelle de dizaines d'années en dizaines d'années, on est déjà dedans depuis les années 70. Donc rien de neuf à ce sujet-là. Malheureusement, la solution ne viendra pas de l'obligation perpétuelle. Alors il faut trouver des solutions, parce que là on est en train d'ouvrir le robinet à dollars ou à euros. Il va bien falloir trouver des solutions. Donc l'autre solution serait de faire un jubilé de la dette. En clair, on efface les dettes. Ça a déjà existé. Est-ce qu'on va se diriger vers ça, et qu'est-ce que ça aurait comme incidence? Alors, le jubilé de la dette, ça c'est faisable quand on le fait par exemple avec les pays en voie de développement, parce qu'on leur a tellement fait payer cher les intérêts que le principal, il a déjà été payé 2 fois, 3 fois ou 4 fois. D'ailleurs, le président de la République française l'a déjà annoncé. Dans un de ses discours, il a dit on va aider les pays d'Afrique en nettoyant leurs dettes. Oui, mais parce qu'en fait, ça lui coûte rien. Ça, il faut quand même le savoir, ça lui coûte rien parce que ça lui a déjà énormément rapporté. De même que si on annulait la dette de l'Argentine qui a payé X fois son principal. Mais par contre, le faire sur des pays européens, ça veut dire quoi? Ça veut dire, parce que qui paye aujourd'hui nos dettes? C'est les retraités hollandais?
Donc ça veut dire que c'est dire aux retraités hollandais, non, non, c'est bon, vous serez jamais remboursé. Ou c'est au contraire aussi donner un très mauvais signal et de dire, ben voilà, maintenant la zone euro ou l'Europe, c'est en fait comme l'Islande, à un moment donné ils disent non, ou c'est comme certains pays communistes, à un moment donné on dit non, on arrête. Mais ce sont des gens après qui ne seraient donc plus fiables. Et si un jour on devait de nouveau leur prêter, on ne leur prêterait pas à 0,5, on leur prêterait à 15. Donc malheureusement, mauvaise idée pour notre zone Europe. Alors après, on a le financement par la consommation, c'est-à-dire hélicoptère monnaie. J'injecte cette dette directement dans les portefeuilles des gens qui dépensent, ou je crée le revenu universel. C'est un peu lié. Finalement, on est un peu sur les deux choses. Oui, alors, hélicoptère monnaie, ça donne tout simplement l'inflation. Ça, on en a parlé il y a de cela quelques vidéos. On sait que ça serait relativement dramatique pour les personnes qui restent sur des revenus fixes. Donc là, on sait que ça pourrait difficilement marcher, mais on est en train visiblement de rentrer dans ce genre de logique. Alors il y en avait une autre, en fait, qui était aussi de ne rien faire du tout. Alors si on ne fait rien du tout, là on a le phénomène inverse, on est sur de la déflation, c'est-à-dire que les gens n'ayant pas ou peu de moyens, parce que dans une logique où on n'injecte pas de monnaie, les salaires ne tombent plus et qu'est-ce qu'on fait? On attend que les choses soient moins chères, donc on attend demain pour acheter quelque chose d'indispensable, être dans l'obligation de l'acheter et si possible au moins cher possible. Donc là, on serait sur de la déflation et la déflation dans un pays ou une zone qui serait en fait sinistrée, comme ce serait le cas de l'Europe, ça ne tournerait pas à la japonaise, c'est-à-dire que ce serait quelque chose de très dramatique. Donc là, on n'y est pas du tout. Après, effectivement, le revenu universel, alors ça, c'est quelque chose que chez Ocoffre et aussi chez Veracash, on aime bien dans le concept, sauf que le revenu universel ne peut marcher que s'il y a un modèle monétaire qui est adapté. Or, du revenu universel sur de la monnaie dette, ça ne peut pas marcher. Ou alors on a décidé, et c'est malheureusement un peu ce que les Français sont en train de mettre en œuvre aujourd'hui, on va dire mentalement, et là je suis plutôt contre, c'est que si on est dans un modèle où je reste à la maison et je suis payé pour rester à la maison, là, ce sont nos enfants qui vont payer. Parce que dans un modèle économique de monnaie-dette, c'est effectivement ceux qui vont rembourser ultérieurement la dette qui payent ce que l'on fait sur l'instant. Donc là encore, malheureusement, ça ne peut pas marcher, sauf à modifier notre modèle économique et notamment monétaire. Pourquoi pas? Mais là, malheureusement, le travail n'a pas été enclenché. Oui, parce que clairement, chômage partiel ou aide directe ou indirecte, notamment des indépendants, à grand coût de 1 500 € par personne et par mois, ça ressemble à du revenu universel. Ça ressemble à du revenu universel et au final, ça ne satisfait personne. Parce que de toute manière, pour un salarié ou un indépendant, ça ne sera jamais assez. Pour l'État, c'est déjà trop. Et pour les entreprises, ça n'est pas vertueux parce que les gens, quelque part, il y a une forme de biais cognitif qui est en train de se mettre en œuvre et les gens hésitent à revenir. On voit certains syndicats qui disent non, il faut rester à la maison, etc., etc. Et donc là, on risque de se retrouver sur un pays qui pourrait être paralysé. Et le genre de pays où ce qui se passe, c'est un petit peu comme ces moteurs où on injecte à un moment donné trop d'essence et qui sont étouffés et donc qui ne redémarrent pas. Donc là, on pourrait passer d'un extrême à un autre, c'est avoir trop injecté et au final endormir et stériliser un pays. Et donc là, l'étouffer et l'empêcher de redémarrer. Donc là, moi, les prochaines semaines, mai et juin, vont vraiment être des stress tests sur la capacité de la France à redémarrer, alors que là, elle était comme ces moteurs diesel qui sont à l'arrêt, où on a du mal à refaire la compression. Donc voilà, observez. Et pour ça, il y a les taux négatifs. S'il y a trop d'argent qui est stocké sur les comptes courants ou dans les coffres des banques sans être dépensé, il va y avoir de nouveau des taux négatifs. Tout à fait. Alors ces taux négatifs peuvent prendre différentes formes, hein. Par exemple, il y a des projets qui sont en train un peu d'émerger, de taxer certains comptes, notamment assurance vie, au-delà de 30 000 €. Parce que là, il y a quelque chose qui s'est produit, c'est que les salaires ont continué de tomber. Et donc là, de manière mécanique, il y a 50 milliards d'épargne qui se sont créés et accumulés ex nihilo. Donc ça, il va bien falloir en faire quelque chose. 50 milliards de non-dépenses. De non-dépenses, non-dépenses. Mais peut-être qu'ils vont être dépensés dès que les gens vont avoir le droit de consommer. Ouais, mais quand on avait l'habitude d'aller manger au restaurant toutes les semaines,
à partir du moment où d'ailleurs les restaurants sont réouverts, on ne va pas s'aligner 3 semaines non-stop tous les soirs de restaurants. Donc ce qui n'a pas été consommé ne le sera pas. Certains secteurs économiques seront sinistrés durablement. Des secteurs où il y aura peut-être 20-30% de faillite, ben ça c'est clair, ça va se produire. Donc c'est là où il faudra de l'épargne un petit peu intelligente qui soit capable en fait d'être réplicante et de suivre ou d'être contre-cyclique pour justement redémarrer ce genre d'économie. Et là, on n'y est pas encore. Donc les taux négatifs, c'est un sujet, mais qui va certainement se traduire par une forme de taxation. Mais il y a certains qui disent qu'il faudrait des taux négatifs qui soient en fait là pour équilibrer la perte d'activité de PIB à l'échelle de l'Europe. Donc sur l'Europe, on va être sur une chute de PIB de 5 à 10%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des taux négatifs de moins 5% par exemple. Et là, on sait que on tue tout le secteur de l'assurance. Alors, moi, peut-être que ça me dérangerait peut-être pas, mais ça va certainement déranger le secteur des assureurs. Donc, on sait que ce n'est pas possible. Donc, les vrais taux négatifs, au-delà de 1% négatif, ça sera compliqué à mettre en œuvre. Qu'est-ce que ça risque de provoquer sur l'or si c'était le cas, s'il y avait des taux négatifs qui se poursuivent, comme c'est déjà le cas depuis quasiment un an? Là, ce que l'on sait, c'est que quand les taux sont élevés, l'or est plutôt bas parce que les gens vont sur des épargnes classiques qui sont rémunératrices. Quand les taux sont négatifs, ils vont plutôt sur l'or parce que ça ne rapporte rien, mais au moins ça ne coûte pas autant que d'avoir de l'argent à la banque. C'est-à-dire que sur le coup, payer des frais de garde sur de l'or coûte moins cher que d'avoir de l'argent à la banque. Donc les arbitrages en seraient là. Alors vous venez de refuser, de rejeter toutes les solutions que j'ai égrenées. Vous en avez, vous, des solutions? Eh bien moi je pense à quelque chose qu'on avait évoqué il y a de cela quelques années, qui est mis en œuvre dans certains pays, qu'on appelait jusqu'alors la TVA sociale, donc qui était une forme de grand serpent de mer. Mais en fait cette TVA sociale, déjà il ne faut pas l'appeler TVA sociale parce que la problématique n'est pas que sociale. Et moi je pense que c'est carrément une TVA de refondation qu'il faut inventer, c'est-à-dire une TVA, donc évidemment, qui partirait donc à la hausse, mais on a de la marge. En France, on est aujourd'hui à une TVA à 20%, on est dans la moyenne très basse, alors que certains pays sont au-delà des 25% et certains même approchent quasiment des 30%. Donc on a de la marge de manœuvre, il y a des choses à faire là-dessus. Et cette TVA, il ne faut pas la mener comme ça toute seule. Donc évidemment, une TVA sociale, c'est en même temps qu'on augmente la fameuse TVA, donc entre guillemets payée par tout le monde, en parallèle, on baisse les charges sociales, les charges tout simplement des entreprises pour stimuler en fait l'économie locale à l'échelle d'une nation. Donc là, par exemple, ça pourrait être le cas de la France. Donc là, sur le coup, c'est du pouvoir d'achat finalement, soit neutre ou voire même positif pour les Français quand ils achètent des produits fabriqués en France ou assemblés en France. Donc ça, c'est plutôt positif, mais on sait qu'il peut y avoir des effets pervers, c'est-à-dire que les prix se mettent à augmenter. Et donc, dans ce cas-là, on se retrouverait avec cet avantage sur la TVA qui, finalement, irait uniquement dans la poche des entreprises, qui peuvent être d'ailleurs des grands groupes internationaux. Et au final, ça part directement dans le Delaware. Ça, personne n'en veut. Ça veut dire qu'il faut faire un contrôle des prix. Donc ça, là, on en revient aussi à quelque chose, c'est-à-dire un État fort. Alors moi, l'État fort, on en a besoin, mais pas nécessairement un État qui injecte des milliards pour faire un petit peu le papa qui sort de l'argent quand on a un petit problème. Il faut un État qui soit là plus pour aiguiller, expliquer, coordonner. Et par exemple, faire un contrôle des prix dans une période où ça va être un sujet, ça me semble important. Donc avoir, entre guillemets, cette TVA de refondation avec un contrôle des prix pour s'assurer que les choses sont au plus juste, c'est important. Puis ensuite, cette TVA, il ne faut pas la faire n'importe quoi. Il ne faut pas la faire n'importe comment. Il est normal peut-être d'avoir une TVA proche de 30% pour un iPhone qui n'est pas aujourd'hui un instrument, un outil indispensable. Et peut-être que les produits de base, il faut que la TVA soit zéro ou proche de zéro. Donc les produits de base, il faut les identifier. Et les produits secondaires, il faut les identifier aussi. Et ensuite, le troisième volet qui me semble important, c'est qu'en fait, il faut aussi flécher les attitudes. Et ça aussi, c'est le rôle de l'État, à un moment donné, de dire stop. Maintenant, on donne un cadre, on est ferme là-dessus et on s'y tient. Et alors, flécher les attitudes, de quoi on a besoin? Donc de reproduire localement,
hein, de développer donc un tissu industriel local, de le réinventer. Mais pour ça, ça passe par quoi? Ça passe aussi par des logiques monétaires. Et les logiques monétaires, c'est peut-être d'inventer une ou plusieurs monnaies complémentaires fléchées, affectées, hein, à une activité donnée. Alors ça peut être quoi? Ça peut être labelliser certains produits qui sont produits de bout en bout en France et la matière première étrangère ne représentait peut-être que 10 ou 20%. Voilà. Ben ça, c'est par exemple labellisé. Et ces produits labellisés, on a le droit de les payer avec cette monnaie complémentaire qui serait une forme de monnaie un peu à cashback. C'est-à-dire que quand on l'utilise, eh bien, ce produit qui avait une valeur faciale de 10, eh bien, en le payant avec cette monnaie complémentaire, alors que le même produit n'avait peut-être même pas sur le coût de TVA qui s'appliquait parce que c'était peut-être un produit de base, eh bien on se retrouve à avoir encore un prix encore en dessous. Donc il va justement motiver même ceux qui n'ont pas trop de moyens à aller vers des produits qu'on les incite à acheter, qui seraient des produits bio, des produits locaux. Aujourd'hui, les produits bio, je suis désolé, hein, mais quelqu'un qui n'a que le SMIC et bien amputé, il n'a pas nécessairement envie de les acheter parce que ça c'est directement 20% de plus. Donc ça, à un moment donné, il faut quand même qu'on fasse des choix un petit peu fort, un petit peu solide, et ça passe par ce triptyque. Donc voilà, TVA de refondation, contrôle des prix et monnaie complémentaire dans une logique de fléchage qu'on a d'ailleurs déjà un petit peu aujourd'hui avec les tickets restaurants, mais malheureusement aujourd'hui avec un ticket restaurant donc sur lesquels on a des plafonds à 90 ou 95 euros par jour. Voilà, globalement on peut aussi s'acheter de l'iPhone avec, donc c'est nul, le compte n'y est pas. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses à mon sens. J'ai eu peur à un moment que vous nous remettiez dans un pays communiste, hein, dans votre discours. Parce que là, quand même, l'État est très fort et contrôle beaucoup de choses. Votre discours risque de hérisser un peu. Non, alors, c'est pas du tout un pays communiste. C'est-à-dire que l'État, il est là pour créer un cadre. Il n'est pas là pour payer les salaires de tout le monde. Il n'est pas là pour dire qu'on est tous égaux. Non. On est dans un pays où il y a des inégalités, des disparités, qu'on doit évidemment réduire, mais ça ne va pas se faire un claquement de doigts, et en tout cas, ça ne pourra pas se faire de manière idéologique, clairement pas. Ça reste quand même un pays riche, hein, ce genre de pays où vous pouvez avoir une balayeuse qui tourne sur un parking qui est déjà propre pendant 2 heures, et qui empêche de faire un reportage prévu à l'heure prévue. Voilà, donc on est dans ce genre de pays, il n'y a pas de problème. Par contre, on est sur un État qui aujourd'hui peut-être s'est un petit peu dévoyé, a perdu quel était le sens qu'il devait donner aux choses, et c'est là que les gens ont envie de le retrouver. En France, les gens n'ont pas peur de l'autorité, ils ont peur d'une autorité juste et à propos. Et c'est peut-être de ça dont on a manqué ces derniers temps, et il faut la cibler, cette autorité. Ce que j'ai entendu, c'est que finalement, vous pensez qu'il va falloir aider les gens à conserver l'essentiel, enfin à revenir à l'essentiel, parce qu'effectivement, ça ne va pas être facile. C'est-à-dire qu'on sort quand même de 40 ans, 50 ans de consommation. On a vécu les années 80 où c'était la fête et la folie. Les années 2000-2010, pareil, avec effectivement beaucoup de superflu, beaucoup d'objets, beaucoup de consommation. Et là, visiblement, ce virus, ce que vous pensez, c'est que ce virus va nous forcer à revenir à l'essentiel. Et ça, finalement, il faut l'accompagner. Mais oui, il faut l'accompagner. De toute manière, on était sur des modèles où, depuis maintenant des années, on se dit qu'il faut être dans une logique de penser mieux, penser plus efficace, de manière plus en phase avec les enjeux climatiques. Mais pourtant, on continuait à la même vitesse. C'est-à-dire qu'on parle d'enjeux climatiques, mais on était toujours lancé à 300 km/h vers un mur qui était donc un choc frontal vis-à-vis du climat, parce qu'on n'avait rien changé. Ni le modèle économique, ni le modèle monétaire, ni les modes de consommation, rien du tout. Donc là, on a un virus qui nous rappelle à l'ordre et qui nous explique, ben voilà, moi virus, je me suis propagé parce que vous avez un modèle de fonctionnement qui est parfaitement compatible avec ma propagation. Voilà, et un virus a vocation à se propager partout, c'est de son point de vue. La Terre est plate, ça tombe bien, je peux aller partout. J'y vais, la Terre est plate, voire même des fois, c'est une Terre même qui se plie à l'envers. C'est-à-dire que si on prenait une carte, il s'avère que finalement Pékin est finalement des fois peut-être plus proche de Paris que Clermont-Ferrand. Que de Clermont-Ferrand, exactement. Voilà, donc on est dans ce genre de monde, et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, et il faut qu'on accepte de payer certaines choses à leur prix.
Donc les tomates, peut-être qu'à un moment donné, elles coûteront peut-être un peu plus cher parce qu'au lieu de venir du sud de l'Espagne, elles vont peut-être du sud de la France. Et encore, limite, si elles viennent de l'Espagne, ça ne nous dérange pas nécessairement. Mais du moment que les choses, déjà, sont claires et sont précises et qu'on sait pourquoi on paye ce que l'on paye. Et on était dans ce genre de flou artistique, dans cette forme de brouillard où on mélangeait tout. C'est-à-dire qu'on en était à un point où on ne savait plus ce qui pourtant intrinsèquement était complètement ancré en nous. C'est-à-dire qu'on sait qu'on veut avoir un monde meilleur sur le plan climatique, mais on continue tous à aller dans le sens inverse. Donc là, peut-être qu'il y a une forme de réalignement avec ce virus, mais si pour autant aucun modèle économique, monétaire n'est mis en œuvre pour accompagner les bonnes idées que tout le monde peut avoir, on reviendra tout simplement à nos habitudes d'avant parce que tout nous y pousse. Quand vous avez un ministre qui nous dit « mais là, il faut maintenant qu'on redémarre, il faut qu'on se remette à consommer, il faut qu'on se remette à produire », parce que lui, ce qu'il voit en tant que ministre de l'économie, c'est des entreprises qui pourraient disparaître, et il a raison en voyant que des entreprises pourraient disparaître parce qu'en plus, c'est ce qui va se passer, mais il ne peut pas le dire comme ça. Il faut qu'il le dise en donnant aussi des solutions. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on le voit aussi. Les entrepreneurs, quand ils se réunissent, ils se disent « mais comment je fais ?» pour me réinventer. C'est-à-dire, je viens de comprendre ce qui s'est produit. J'ai aujourd'hui un certain modèle d'activité. Cette activité, peut-être que demain, je ne peux plus l'accomplir de la même manière. Comment je vais devoir la réinventer? Là, il faut peut-être faire du Lean Startup, du Blue Ocean. En fait, il faut se doter peut-être de la boîte à outils intellectuelle et managériale pour réinventer ce monde. Mais si, derrière, on n'a pas un État qui nous oriente, nous crée ce cadre, de manière très naturelle, on a beau vouloir un monde meilleur, on va malheureusement réécrire celui d'avant, et celui d'avant va recréer dans quelques mois, quelques années, encore un Covid-22, etc., etc. Donc on est condamné à avoir toujours les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Je vous propose de tenter de dessiner, de faire ce premier croquis de ce nouveau monde la semaine prochaine. Pour la 8e édition de cette vidéo du grand confinement qui sera presque terminée puisque là on sera le 9-10 mai. Oui, et puis d'ici là on se souhaite le meilleur et n'oubliez pas de nous laisser des nouvelles, on attend de vos histoires à vous.